voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Nous avons commencé, Jean-Louis et moi-même, à parler intelligence artificielle. Une seconde partie, comme nous vous l'avions promis, c'est maintenant, Jean-Louis. Oui, avec plaisir, parce que tout le monde sait que un des cœurs du débat aujourd'hui concerne ce sujet, et on est loin, je crois, d'avoir démêlé un peu tous ces fils. D'autant que l'humanité paraît imparfaite à côté de ça. Bon, je pense il y a un très très vieux dicton, puisqu'il remonte aux Romains, je pense, errare humanum est. Et moi, j'avais un prof qui nous le répétait souvent, l'erreur est humaine, et heureusement, parce que l'erreur est féconde aussi. Alors, cette jeune dame avec son doudou, va jamais se fâcher avec, et peut-être ça peut être forcément qu'un compagnon ou même un ami fidèle. Or, les relations humaines, c'est ça, on vit dans un monde où on s'engueule, on se trompe, et puis on se réconcilie, on s'embrasse. Où on construit, et oui. On crée, oui, tout à fait. On rate, on fait... c'est peut-être ça qui fait notre richesse humaine, c'est toutes les erreurs, errare humanum est. Il y a plein de manières de se tromper. Donc, on est peut-être à la recherche de quelque chose d'absolument idéal. Ça existait déjà, là, les espèces de doudous. Je crois que ça s'appelait des Tamagotchi, non? C'était je ne connais pas, mais j'avoue ne pas être un spécialiste des choses. Non, c'est déjà assez ancien. Enfin, c'était une espèce de petit personnage dont tu devais prendre soin. Et si tu l'oubliais, il pouvait mourir, par exemple. Alors, c'est un objet. Alors, est-ce que les objets meurent? Ça, c'est une autre affaire. Et donc, voilà. Là, c'est presque un gadget. Oui, hein? Oui. Alors, on peut aussi discuter d'autres sujets, puisque dans les informations, maintenant, on est sans arrêt gavé d'éléments autour de ça, et de discours autour de ça. Il faut faire attention aux mots, hein. Mais on peut se poser la question de ce que j'appelle des fois le grand remplacement. Mais c'est pas du tout dans le sens qu'on écoute bien sûr. Dans un certain milieu, hein, auquel je suis farouchement opposé, comme toi, bien entendu. Non, mais on peut se dire que l'humain va voir disparaître tout un tas de métiers. Et je voyais l'autre jour une secrétaire qui, évidemment, un secrétariat peut être confronté immédiatement à ça, puisqu'il est possible de faire des comptes rendus de manière automatique. On l'a vu déjà dans un certain nombre de reportages, à partir d'une trame enregistrée oralement avec quelques mots-clés. Et le compte-rendu médical est fait. Mais c'était aussi pour l'imagerie médicale. C'était un radiologue qui parlait, qui était enthousiaste en disant là, on va gagner beaucoup de temps, on va gagner en précision, etc. Mais finalement, lui-même pouvait peut-être être remplacé à terme, puisque on peut déclencher, après tout, un manipulateur, une manipulatrice peut se charger du malade pour machine IRM ou un scanner, et puis après, c'est l'intelligence artificielle qui examine les images et qui dit, voilà, détecter telle chose. Après, se posent d'autres questions. Oui. Et en particulier, la responsabilité.
Qui va être responsable? Oui, parce que le collégien qui s'est trompé de touche sur sa machine à calculer et qui a faux à sa division, il reporte la faute à la machine. Oui, évidemment. Donc la question de responsabilité, quand on va commencer à utiliser des systèmes comme ça de manière intensive, sur des sujets sensibles, bien sûr, qui en portera la responsabilité? Est-ce que c'est le concepteur? Est-ce que c'est l'utilisateur? De grandes questions à venir autour de ça, certainement aussi. Donc, ça va bousculer effectivement beaucoup de choses, beaucoup de métiers. Et oui, je crois qu'on n'a pas encore imaginé toutes les applications possibles et qu'on va les découvrir petit à petit et qu'on va se percevoir de l'horreur des choses. Parce que l'esprit humain est quand même absolument fabuleux pour trouver les failles dans tous les systèmes, trouver des... Alors, on le voit bien avec tout ce qui tourne autour de la cybersécurité. Hein. Il n'y a pas de raison que la cybersécurité ne soit pas aussi une des cibles de cette IA à venir. Donc on voit que c'est quand même un paysage plus contrasté que celui que nous a donné notre président l'autre jour dans son entretien. Alors, nous sommes toujours Jean-Louis Coatrieux et moi-même, Félix Boulet, en discussion autour d'un sujet qui nous tracasse un peu depuis un moment. Donc, on parle d'intelligence artificielle et j'espère que nous allons proférer quelques paroles intelligentes, nous aussi, mais forcément susceptibles d'être débattues, contredites, bien entendu, parce que c'est une parole humaine. Voilà, c'est là l'idée, c'est-à-dire que la vague qui nous emporte actuellement, il faut absolument la discuter, et essayer d'en mesurer les conséquences. Et puis, on le voit bien déjà sur certaines de nos activités. Et les artistes sont montés vraiment les premiers au créneau. Mais on voit bien aussi derrière qu'il y a des enjeux financiers, qu'il y a des enjeux de pouvoir. Enfin là, c'est évident avec des gens comme Musk à la tête, je dirais, ouais, du pays qui représentait a priori le modèle démocratique. On voit bien comment Facebook a plié complètement par rapport aux positions de Trump. On voit bien que là, il y a des enjeux financiers majeurs, des enjeux de pouvoir majeurs. Et donc, je crois qu'on ne les a pas encore estimés estimer leur portée, mais ça va être considérable, je pense. Hein. Oui. Alors, justement... Financier veut dire aussi spéculation, bien entendu. Hein. Oui, ça veut dire on peut faire des milliards. Fraude fiscale, bien sûr. Oui. Il y a des tas d'applications oui. un peu plus ou moins... Que nous, lambda, citoyens ordinaires, n'imaginons pas encore. Alors, venons-en un peu au côté financier avec ces fameuses data centers. Oui. C'est fameuse ou fameux, je ne sais pas, c'est plutôt masculin. Fameux, oui, c'est plutôt fameux. Oui. Oui. C'est ce qui nous est annoncé. La première caractéristique, c'est que il faut des centres de données comme ça chez nous pour que les données qui sont générées en France restent en France. Alors qu'actuellement, on ne sait pas où elles sont, mais on peut penser quand même qu'il y en a une partie qui est à l'extérieur de chez nous. Probablement, ce serait miraculeux. Et donc là, il y a un problème de protection, je dirais, de base. Donc, des data centers, dans ce sens-là, permettent de conserver les données, permettraient, parce que je ne sais pas exactement comment
on ne sait pas pour l'instant comment les choses vont s'organiser, mais permettrait a priori de conserver sur le territoire des données qui concernent la population française. À voir. Donc, c'est en soi quelque chose d'important. La grande difficulté, on l'a vu dans la presse, et ça a été critiqué à juste titre, c'est l'énergie. Première chose, c'est l'énergie que ça va coûter. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les laboratoires de France et de Navarre, tous les laboratoires travaillent sur des apprentissages avec des outils d'IA pour répondre à leurs problèmes de recherche. Donc, on va dans un centre, dans une école ou dans une université, toutes les machines tournent. En permanence, il faut apprendre. Donc, oui. Et donc, les gros data centers qui sont prévus là aujourd'hui vont évidemment coûter une fortune, parce que dans les milliards qui ont été annoncés par Emmanuel Macron, je crois que 90% vont aller à ces data centers. Ils seront en France. Seront-ils bien protégés ? On ne sait pas, mais on peut l'espérer. Mais donc, ça répond à la question de préservation des données françaises sur notre territoire. Premier inconvénient, donc, l'énergie, qui est énorme. Hein. Oui. Deuxième inconvénient, le refroidissement, qui est aussi considérable. Donc, ça veut dire de l'eau, le refroidissement. Hein. Ça veut dire donc sur une denrée qui va devenir un peu problématique dans le monde dans les années qui viennent, ça veut dire là aussi de nouveau un gros problème. Donc, on pourrait s'attendre, compte tenu de ces inconvénients, à ce que les investissements portent aussi sur des nouvelles technologies capables de réduire ces effets négatifs que l'on vient d'évoquer. Donc ça, c'est le premier point. Or, il y a des pistes qui sont actuellement explorées et qui seront l'occasion peut-être de nouvelles émissions à Radio Laser qui utilisent des modèles, disons, de DNA ou d'ADN pour le stockage. Et puis enfin... Alors, t'interromps un peu. C'est impressionnant l'économie qui pourra être faite, puisque... Alors, je ne me souviens plus du nom de la personne qui nous en avait parlé. C'est Dominique Lavenier, qui est directeur de recherche au CNRS à l'IRISA à Rennes, et qui vient de terminer un livre qui sera publié aux éditions Apogée, qui va sortir au mois de mars. Peut-être donc l'occasion de rediscuter avec lui de toutes ces questions-là. Mais oui, là, les options à la recherche, c'est un niveau de recherche. Hein, donc, mais ils savent déjà stocker des toutes petites choses sur des modèles qui sont de nature complètement différente et qui vont demander très peu d'énergie. Aucun refroidissement, donc, et qui ont des capacités de stockage ad vitam aeternam, je dirais. Donc, typiquement, des champs dans lesquels il faudrait investir, et il y a d'autres voies que celle-là. Mais ça veut dire aussi que tout l'investissement qu'on fait actuellement, c'est à fond perdu, ça servira. Si ces voies alternatives sont concrétisées, c'est clair que les data centers sont morts demain. Oui. Mais de toute façon, ils sont quelque part... ils vont être à renouveler, parce que, en fait, les technologies silicium, celles qui sont actuellement complètement maîtrisées, vont évoluer elles-mêmes. Il suffit de réfléchir comment on stockait les données il y a 50 ans sur des bandes magnétiques. Comment elles ont été remplacées par quoi ? Par des CD. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des clés USB. Demain, ce seront des couches de silicium empilées les unes sur les autres
qui vont permettre par intégration, de stocker de plus en plus de données. Donc les data centers qui vont se construire aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, il faudra qu'ils soient complètement renouvelés du point de vue technologique, même si les voies dont on parlait tout à l'heure de l'ADN ne marchent pas. Oui. Donc ce sont des investissements qui vont considérablement coûter dans tous les cas. Et puis comme la nature humaine veut qu'on génère à titre personnel de plus en plus de données, là c'est pas la sobriété non plus du côté de chacun d'entre nous. Et peut-être qu'il faut s'interroger aussi là-dessus, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment besoin de conserver, de papoter en permanence au téléphone pour ne rien dire? Est-ce qu'on a besoin de garder toutes ces données dont la plupart n'ont certainement aucun intérêt? Ça pose des questions sur le comportement de chacun et la responsabilité de chacun. Alors, je ne sais pas. On verra comment les choses vont pouvoir évoluer, mais nous sommes face à nos responsabilités aussi. Hein. Oui. Alors, c'est sûr. Et qu'est-ce que chacun d'entre nous est concerné? Tu te posais les questions, ou la question, c'est, en fin de compte, en tant qu'êtres humains, de quoi avons-nous vraiment besoin? Exactement. Est-ce que les choses qui ont fondé la République française, liberté, égalité, fraternité, est-ce que ce sont les valeurs pivots qui vont guider l'avenir? Ou est-ce que, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ces choses-là vont être remises en cause? Ça fait un peu peur quand même, hein, oui. dans ce qu'on voit devant nous. D'où le mot vague scélérate ou vague assassine que j'utilisais tout à l'heure. La question aussi qu'on a abordée, que tu as abordée en début d'émission, est-ce qu'on a envie d'apprendre le japonais, le chinois ou je ne sais quelle langue pour discuter face à face avec de personne à personne? Ouais. C'est le problème de la relation humaine, de la société. Voilà, mais ça peut aller très très loin. Hein, et quand on regarde le comportement de ces dernières années, on peut être inquiet quand même parce que, par exemple, mais c'est un exemple très très basique et très très concret. Les achats maintenant se font en grande partie par Internet. Oui. Qu'est-ce qui se passe du coup? Bien, il y a de moins en moins de magasins où aller essayer des vêtements ou les chaussures, ou etc. Feuilleter les bouquins. Oui, par exemple. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a plus de commerce, il n'y a plus d'emploi. Donc, on est engagé sur des chemins dont on, et de manière évidente, on sait qu'elle va réduire non seulement les échanges entre êtres humains, mais les emplois demain. Et pourtant, on y va. Et donc, c'est frappant comme impasse dans laquelle on s'engage, comme si on ne voyait pas les effets secondaires, je dirais, de certains choix. C'est pareil avec la fabrication de vêtements quasiment à la minute. Là. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais les chaînes comme Chine, dont on entend beaucoup parler, là, qui sortent un nombre de modèles, mais alors absolument incroyables tous les jours. Quel sens on donnait à tout ça et pourquoi l'être humain va dans cette direction?
Et je pense à quelque chose en t'écoutant. On est sur une voie qui est déjà ouverte depuis longtemps. Dans les débuts des supermarchés, quand Mammouth s'est installé au sud de Rennes, on disait « ça va tuer tous les commerces ». Et puis, effectivement, il y a déjà eu... le centre-ville a commencé à changer. Dans toutes les villes, c'est pas... Et puis après, dans les supermarchés, il y avait quand même des caissières à qui on pouvait dire une petite blagounette de plus ou moins bon goût, ça dépend de chacun, mais au moins il y avait un échange. Il y avait une interaction humaine, oui. Oui. Et puis alors maintenant, il y a les caisses automatiques, où il n'y a plus qu'une seule caissière pour 4 ou 5 ou 6, déjà, et puis le commerce en ligne. Donc, le commerce est en train de changer, mais complètement d'aspect. Et les conséquences, pour chacun d'entre nous, elles sont là. C'est-à-dire qu'on adhère au modèle ou pas, Oui. on y est confronté, on ne nous a pas demandé notre avis. Mais les conséquences sur l'emploi, on les voit très bien à travers ça. Et les conséquences sur la société, au sens de l'humain en société, on les voit aussi. Cette solitude dont on parlait tout à l'heure pour le doudou de la jeune femme, eh bien, est-ce que ce sera ça demain ? Et ce qui serait d'une tristesse absolue pour des gens comme de notre génération, je pense. Oui, mais même pour les plus jeunes, moi, j'aurais tendance à plaindre cette jeune fille-là qui a besoin de son doudou fabriqué, obéissant, fidèle, toujours là. C'est une chose curieuse quand même dans les rapports humains. Et alors je sais pas si on peut y revenir, mais la création artistique en général, que ce soit... Alors on s'est un peu attardé sur la littérature, tu as parlé des arts graphiques tout à l'heure. Il y a aussi tout ce qui est musique, théâtre, jeux d'acteurs, etc. Tous ces métiers-là sont des métiers qui vont s'interroger sur leur futur. C'est difficile d'anticiper tout ce qui peut arriver, comme d'ailleurs les réactions qui peuvent aussi exister. Peut-être qu'à un moment donné, devant un certain nombre d'erreurs, devant un certain nombre de catastrophes apportées par cette intelligence artificielle, peut-être qu'il y aura un rebond, une réaction collective qui fera que, de facto, l'usage sera limité ou mis de côté. On peut quand même espérer quelque part. Tu as entendu sans doute comme moi les chutes du marché de Tesla, par exemple, de voitures Tesla. Voilà un signe positif. Ça veut dire que le personnage étant devenu tellement insupportable et abject que ceux qui achètent des produits Musk finalement, sont pas du tout heureux aujourd'hui de les afficher. Donc, peut-être qu'il y aura des moments comme ça qui redonneront de l'espoir et le rire et puis le sourire, quoi. Et puis, terminons sur une note positive. Il y aura toujours quand même quelques huluberlus qui sauront faire un pas de côté et résister d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas que... Là, exactement. Et donc, il faut parier là-dessus, quand même. Oui. Donc, on peut parier sur la vraie intelligence. Voilà. Que l'intelligence artificielle reste à sa place, ça peut être, tu l'as souligné, ça peut être vraiment précieux dans certaines
mais que... C'est à nous de décider. Eh oui, c'est un petit peu, ça rappelle l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Les gens se disaient, mais maintenant, si on peut écrire tout et n'importe quoi en grande quantité, où va-t-on ? Alors, on n'a pas écrit on a écrit pas mal de bêtises, sûrement, depuis l'invention de l'imprimerie, mais pas que. Pas que. Bien. Un petit mot pour conclure, Jean-Louis ? Non, je crois qu'on a balayé l'essentiel. Je crois que c'était important de réexaminer ça sur un angle qui ne soit pas l'angle euphorique dans lequel on nous baigne depuis quelques semaines et quelques mois. S'il y avait un message à faire, c'est que chacun analyse les choses, réfléchisse et revienne peut-être, se décide à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la beauté du monde, la beauté de cette société humaine qui a la chance aussi d'avoir une nature à sa disposition et qui brille de temps en temps. Voilà. Là, c'est le poète qui conclut notre émission. Merci Jean-Louis. Merci Félix. Et merci à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez. Et bien sûr, si vous avez raté cette émission ou une partie de l'émission, elle est disponible sur le site de Radio Laser, radiolaser.fr, tout attaché en minuscules. Au revoir.